sans passé. Pourtant, au-delà de l'idéal, la réalité est tout autre. Aimer n'est pas toujours une page blanche. Il y a aussi ceux et celles qui ont déjà aimé, ont construit une famille et qui se retrouvent aujourd'hui célibataires avec des enfants. Se remarier, ce n'est plus seulement choisir quelqu'un pour soi, c'est aussi faire une place à l'autre dans une vie où des enfants existent déjà. Ce soir, on parle d'un amour différent. Un amour qui se négocie, se construit, qui s'apprend. Bonsoir et bienvenue dans cette émission spéciale qui a pour thème l'amour en famille recomposée. Je ne suis pas seule à animer cette émission. À mes côtés, pour conduire ces échanges, Florence Bossa. Florence, bonsoir. Bonsoir à vous Ingrid, bonsoir chers amis téléspectateurs. Nous recevons sur ce plateau 4 invités pour aborder le sujet. À ma droite, Monsieur Elvis Lagnan, président diocésain de la communauté de couple, famille, église. À côté de lui, Madame Haïté Ariane, sociologue. Et en face d'elle, Monsieur Fulgence Awangonou, coach en management de la famille. Et à côté de lui, Madame Hermione Adjovi, présidente d'association. Alors, ma toute première question va s'adresser directement au coach. Dites-nous, coach, que peut-on comprendre par une famille recomposée? Merci à vous, madame. Une famille recomposée, c'est une famille dans laquelle le couple vit avec un enfant issu d'un mariage précédent. Ça peut être le conjoint, ça peut être la conjointe, mais dans ce couple-là, il y a l'enfant qui est issu d'un autre mariage, mais que ce couple va accompagner dans son processus de socialisation. Madame la sociologue, est-ce que vous partagez cette même définition? Alors merci, je salue les téléspectateurs et téléspectatrices et je vous salue également, chers compères et consoeurs. Tout à fait, je partage effectivement cette définition. Je dirais peut-être pour appuyer, pour dire que c'est en fait une famille, d'accord, une famille où chaque conjoint a déjà connu un lien antérieur de mariage, donc une union antérieure qui vient maintenant se mettre ensemble avec justement cette personne-là, de son choix à nouveau, enfin, une autre personne encore, parce que l'ancien lien a été rompu, d'accord, l'ancien lien a été rompu, les causes qui ont, enfin, qui occasionne la chose, on reviendra peut-être sûrement là-dessus. Donc du coup, c'est cela. Et donc du coup, ce qui justifie la présence ou pas, peut-être aussi. D'accord? Mais je pense que c'est l'élément essentiel, c'est déjà la présence d'enfants issus de liens antérieurs qui vient fonder cette famille recomposée-là. Voilà ce que je pourrais dire pour... Alors, Monsieur Fulgence, parlez-nous un peu des différentes formes de familles recomposées qui existent. Oui, comme l'a dit Madame Maïté tout à l'heure, il y a plusieurs types naturellement. Il peut y avoir des familles recomposées où c'est les deux partenaires qui viennent avec des enfants. Exactement. Il peut y avoir des familles recomposées, c'est vrai que c'est recomposé, mais les enfants ne sont pas présents, mais ils viennent souvent. Vous voyez, donc ils sont peut-être avec leurs parents, mais ils viennent souvent, de temps en temps, rester dans l'union là. Donc voilà autant soit c'est l'homme seul qui vient avec la femme, ou les deux ont, ou bien ils ont, mais les enfants viennent de temps en temps quand même pour ces partenaires-là. Donc de façon générale, voilà ce à quoi on est fréquemment habitué quand nous parlons de famille recomposée. Alors, Madame Hermione, qu'est-ce qui encourage le phénomène de mère célibataire ou de père célibataire? Eh bien, bonsoir chers téléspectateurs et merci pour votre question. Je pense que l'une des principales causes, je ne suis pas coach, je ne suis pas psychologue, mais de ce qu'on observe en général, de ce qu'on entend dans les séances d'écoute avec nos cibles, l'une des principales causes, c'est le fait généralement de ne pas forcément avoir pris le temps de se découvrir soi-même pour mieux choisir la personne qui est susceptible de nous accompagner sur le chemin de notre vie. En général, on suit les émotions, les papillons dans le ventre, je ne peux pas vivre sans toi. Et on ne prend pas forcément le temps de vérifier les vrais éléments qui fondent une relation, qui fondent un foyer. Parce que le foyer dure dans le temps pour tout, c'est-à-dire à cause de tout sauf l'amour. L'amour, c'est comment je vais dire, c'est comme la cerise sur le gâteau. Au début, c'est beau, c'est joli. Les 2 premières années, tout au moins, en tout cas, c'est souvent la lune de miel. Mais après la lune de miel, on commence à se confronter aux véritables réalités du mariage. Et on se dit, je n'avais pas signé pour ça. Je n'avais pas prévu ça. Et là, on commence à réfléchir, à se casser la tête. Et souvent, quand ça arrive, on n'a pas forcément le temps de nous orienter vers les bonnes personnes.
vers les psychologues, vers les coachs en matière conjugale. On se limite souvent aux familles, on parle à nos proches qui viennent souvent empirer la situation parce qu'elles ont tendance à prendre parti, à ne pas nous dire toujours la vérité, à nous défendre quand c'est nos parents. Systématiquement, nos parents en général nous défendent. Et il se pose maintenant un bloc. Le couple devient comme un ring où chacun doit avoir raison, alors qu'une personne impartiale trouverait des failles de chaque côté et amènerait chacun à se focaliser sur là où j'ai tort et non pas là où j'ai raison, pour qu'ensemble on puisse, en toute humilité, trouver le moyen malgré les difficultés de tenir. Alors, Madame Ariane, en tant que sociologue, quelle lecture faites-vous de ce phénomène? Alors, une famille recomposée, il faut toujours comprendre que c'est un malaise qui a suscité, qui a engendré le fait. Et quand nous remontons un peu plus dans l'histoire, d'accord, dans l'ancien temps, il n'y avait pas tellement de familles recomposées pour les raisons que nous connaissons aujourd'hui. Non. Une famille recomposée, dans l'ancien temps, vous verrez peut-être le lévira, si nous prenons notre cas ici au Bénin, d'accord? Donc vous verrez peut-être le lévira, et vous comprenez ce que c'est que le lévira? C'est le fait que moi je prends mon mari dans une famille et il décède, et vu que la dot, la coutume, la tradition veut que la femme appartienne à la famille de l'homme qu'elle a épousé. Donc vous s'il meurt, son grand frère ou son frère. Voilà. Et si vous avez une petite chance, c'est que vous aussi, vous avez quelques sentiments vis-à-vis de cette personne, sinon on vous l'impose, et c'est aussi une autre réalité, un autre problème qui est là. Et donc voilà. Maintenant, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, Madame Hermione a assez surfé sur la question, et donc du coup, ce qui se passe aujourd'hui, on va voir qu'on a des familles recomposées tout simplement parce que, non pas parce que l'amour n'est pas là, d'accord, mais on a des familles recomposées parce qu'on ne se connaît pas suffisamment. D'accord? On a des familles recomposées parce que l'un refuse de faire, c'est-à-dire de marquer l'humilité, d'accord? De comprendre, de respecter son vis-à-vis. On a des familles recomposées tout simplement parce que l'autre refuse c'est-à-dire la communication n'est pas bonne. OK? Il y a plein de petites questions, d'accord, de méconnaissance de soi, de relations saines, sinon malsaines, qui font qu'aujourd'hui on a ça. Il y a aussi l'autre aspect qu'on n'aborde pas suffisamment, il y a l'intimité sexuelle. D'accord? Il y a l'intimité. Oui, c'est fondamental. Nous sommes en train de parler de l'amour, n'est-ce pas? Alors, si vous ne satisfaisez pas votre conjoint partenaire, justement, cela va, sur le temps, cela va causer des frustrations. Et donc, du coup, ça va impacter l'harmonie, le vivre ensemble. Et du coup, à la fin, quand vous allez auprès de certaines instances de régulation, je vais dire, d'accord? Et quand vous demandez, vous cherchez, vous creusez, vous cherchez à comprendre, la femme, souvent les femmes, elles peuvent avancer une idée, d'accord, mais c'est ça justement qui est en dessous, et elles n'arrivent pas à le dire parce qu'en Afrique de l'Ouest, on ne nous a pas suffisamment éduqués à l'ouverture, on ne nous a pas suffisamment éduqués à être spontanés, à exprimer nos émotions. Petite forme entre griffes d'hypocrisie, vous voyez. Donc il y a plein de sujets c'est-à-dire on ne prend pas soin de sa famille, ou alors on a abandonné, on a déserté la maison, d'accord. Il y a plein de questions qui fondent cette réalité-là de nos jours, voyez-vous. Il y a aussi, peut-être ce cas-là où on ne dit pas suffisamment, je ne sais pas si je vais le dire comme ça, il y a le papillonnage, d'accord, l'adultère, d'accord. Oui. Il y a ces femmes-là, excusez-moi mes chères sœurs, d'accord. C'est ce qui se dit, sociologiquement parlant, je suis bien obligée de brasser tout, d'accord, d'exposer tout ce qu'il y a là. De nos jours, on dit que les filles, les femmes, d'accord, sont un peu plus volages, un peu trop libertines, d'accord. Est-ce que c'est réel? Qu'est-ce qui font tout ça? C'est le moment sûrement, les minutes à venir de développer cela. Mais il faut savoir que ce sont nos chers époux, nos chers frères, nos papas et tout ça, qui sont quand même... d'accord, donc
quoi qu'on dise, la femme est quand même quelque peu, d'accord, c'est-à-dire elle préserve, elle est vertueuse, quoi qu'on dise. Alors, Monsieur Elvis Lania, vous qui êtes président diocésain de la communauté de couple, famille, église, dites-nous, qu'est-ce qui encourage ce phénomène selon vous? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a quelque chose qui encourage? Ce n'est pas un souhait à avoir. On ne peut pas vouloir ou désirer entrer dans une union et se séparer du jour au lendemain. Mais comme on l'a dit, il y a la mauvaise communication qui est le fondement, qui est vraiment la base. Il y a également les blessures intérieures dont on n'avait pas connaissance, où on n'a pas évolué jusqu'à la guérison de ces blessures, à pouvoir se maîtriser devant telle ou telle situation. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont déjà cités. Nous n'allons pas revenir là-dessus, mais c'est ce que je peux compléter. Mais on ne peut pas dire qu'on va encourager cela. Et madame, quel est le regard de la société sur ce phénomène, dites-nous? Alors, sociologiquement parlant, vous savez, d'abord le célibataire est craint dans notre société, dans toute société. Ah oui, et pourquoi? Ah oui, le célibataire est craint, mais attendez, vous avez l'âge de vous marier, regardez comment vous êtes toutes réellement toutes contentes. Vous allez faire des victimes quand même, dans le rang des célibataires, des hommes célibataires et des hommes mariés. Donc du coup, dès que vous atteignez l'âge de vous marier, d'accord, forcément, dans la société traditionnelle, on vous trouvait votre conjoint, votre époux, et puis, parfait, vous êtes casé. Et puis, la société était bien organisée, bien régentée. Donc, du coup, aujourd'hui, cela va... en fait, cela pose cette problématique-là de... on se refuse, d'accord? On se refuse le droit de la survie de ce lien du mariage là. On se refuse le droit de protéger les enfants. Il faut reconnaître aussi qu'on ne va pas chercher à sauver, d'accord, un couple, un foyer, d'accord, un lien au-delà de je dirais pas au-delà, au détriment. Voilà, d'accord, de sa santé. D'accord, et vous savez que la santé, elle est physique, elle est mentale, elle est émotionnelle, elle est tout ça. Donc, du coup, il faut savoir raison garder et savoir que ça va arriver, d'accord. Ce phénomène, est-ce que c'est un phénomène? Ça va au-delà du phénomène, c'est un fait, d'accord. Ce fait social va arriver parce que qu'est-ce que je vais dire? La désorganisation sociale, la désorganisation de la structure familiale. Même si la famille reste une entité, je dirais indestructible, d'accord, naturelle, d'accord, une entité divine, une institution divine, c'est que, quoi qu'on dise les hommes et les femmes que nous sommes, nous travaillons à cela parce que nous ne nous connaissons pas suffisamment, parce que nous refusons, d'accord, c'est-à-dire, nous manifestons trop d'ego, il n'y a pas d'humilité en fait. L'humilité, la compréhension, le pardon, d'accord. L'amour réel n'est pas au rendez-vous. C'est ce que je peux dire pour solutionner votre préoccupation. Voilà. Alors, Monsieur Frigens, aimer à nouveau, est-ce un droit pour un parent ou c'est juste des caprices? Vous savez, je voudrais d'abord revenir sur une question précédente qui me taraudait l'esprit. Vous avez parlé du célibat. Il faut comprendre qu'avant, ce sont deux familles qui se mettent ensemble. Lorsqu'on parle de mariage en Afrique, bien sûr, c'est d'abord deux familles qui se mettent ensemble. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les jeunes qui entrent dans ce processus de mariage sont accompagnés par leurs parents. Mieux, on restait même dans la grande famille, puisqu'on avait sa case à côté. Et avec le regard des parents qui ont l'expérience, qui connaissent quand même, parce que vous savez, je dis souvent, l'homme, c'est sa maman qui le connaît le plus. Et la femme, c'est son papa ou les deux. Donc quand vous restez dans une famille, il arrive que la maman dit, mon garçon, il est ci, il est ça. Et ça vous oriente. Donc, c'est d'abord deux familles qui s'unissaient et qui accompagnent les jeunes jusqu'à l'épanouissement. Mais, convenez avec moi qu'avec le temps, cette belle chose, pour moi c'est une belle chose, a disparu. On se voit quand on se marie. Et ça fait qu'on ne va pas dans le mariage en qualité de sachant. Lorsqu'on va dans le mariage, pas en qualité de sachant, on subit. Et on ne peut pas faire long feu, ce n'est pas possible. Parce que le mariage, c'est quoi? C'est trois valeurs.
la complémentarité, la compensation, la soumission. Ces 3 principes, la communication, la sexualité et la gestion des crises, on n'en sait rien. Conséquence, c'est 6 mois ou plus de 2 ans. Donc vous voyez, quand on ne rentre pas dans le mariage en qualité de sachant, en connaissant les traits distinctifs, c'est extrêmement important. Quand vous connaissez les traits distinctifs de vos partenaires, parfois vous riez. Moi, il m'a eu de rire parce que je sais ce qui, en parenthèse, c'est vrai, on ne finit pas de connaître un homme grand âge, mais on a une idée de la personne qu'on a devant soi. Et parfois, moi, je ris parce que je sais. Mais quand on ne va pas dans le mariage en qualité de sachant, on subit, on perd la tête. On est dans les émotions. Parce que n'oubliez pas que nous sommes des individus, nous avons notre système relationnel, c'est-à-dire nous avons connu une éducation. On ne vient pas dans le mariage vierge. On vient avec l'éducation, tout ça là qu'on a eu, et on doit rester ensemble. Ça demande tellement d'efforts que si on n'est pas préparé au moins en termes d'information, on va passer brillamment à côté. Donc, soit on reste dans ce qui se faisait avant qu'il y ait une bonne chose, soit on décide, comme on le fait dans plusieurs confessions religieuses, avant de vous marier. Il faut avoir une idée. Est-ce que même dans l'état civil, on marie les gens? Est-ce qu'on leur apprend quelque chose? Moi, je dis toujours qu'on ne peut pas faire de mariage civil sans que les gens aient une connaissance. Qui êtes-vous? C'est quoi la communication dans les crises, dans le couple? C'est quoi la gestion des crises? C'est quoi? Bon, la sexualité, c'est pas facile de faire ce coup. Moi, je le fais souvent en ligne et je sais ce que ça génère parfois. Ça a failli créer un problème une fois parce que les 2 partenaires ne sont pas dans le même pays. Et quand la femme a commencé par dire certaines choses à son mari, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu merci. Et le mari me connaissait, c'est le coach qui dit, ah bon, voyons. Donc, il faut avoir l'information, sinon, il y aura des problèmes. Maintenant, je viens à votre question. Ah oui. Je disais tantôt, aimer à nouveau pour un parent, est-ce un droit ou c'est juste des caprices? Non, nous n'allons pas dire des caprices parce que vous savez, l'émotion de l'amour, c'est la joie. Lorsque on est dans une relation que la joie n'est pas la chose la mieux partagée, c'est normal qu'on aille là où on peut vivre dans la joie. Donc, je ne parlerai pas de caprices. Lorsqu'on estime qu'on n'est pas épanoui, parce qu'on vit quand même, on ne va pas vivre plusieurs siècles. Quelques années qu'on a à vivre, il faut vivre dans la joie. Si on pense que notre intégrité, notre épanouissement n'est pas garanti et qu'on peut trouver mieux et être épanoui, pourquoi ne pas faire ce choix? C'est possible si on décide. Donc, je ne parlerai pas de caprices. Maintenant, si ça se répète, et là, on va se poser des questions. Si c'est pas Pierre, c'est Jean. Non, là, on va se poser des questions. Calme-toi, et t'es dit donc. Et abondant dans le même sens, comment peut-on définir alors l'amour dans une famille recomposée? Non, ça ne changera pas de cas, mais les réalités ne seront pas les mêmes. C'est toujours l'émotion de la joie, mais attention, lorsqu'on est dans une famille recomposée, il arrive, moi j'ai connu en situation de crise, que l'autre partenaire appelle souvent dans le couple. Vous savez, parfois on se sépare avec des gens qui ne digèrent pas la séparation, qui ont toujours les yeux rivés sur votre mariage. En réalité, ils ou elles ne sont pas partis. Donc, c'est des gens qui peuvent appeler à tout moment pour dire « je vais parler à mon enfant ». Donc, si on ne pose pas des balises, si on ne met pas les principes, ce sera une famille recomposée, mais chacun aura sa place parce qu'il y a un élément extérieur qui rôde autour, qui lézarde autour de votre couple. Donc, il faut poser les balises et savoir ce que chacun a à faire. Et là, ça peut aller. Madame Marianne, est-ce que vous partagez ce même avis de M. Fulgence? Oui, je dirais bien entendu. Vous savez, ça relève quand même des défis. Et pour d'abord dire, est-ce que nous avons le droit d'aimer? L'amour, c'est spontané. Qui a aimé une fois pourra aimer 10 000 fois, je dirais. C'est vrai qu'aller jusqu'à 10 000 fois, c'est exagéré. C'est tout simplement une manière pour dire que le cœur qui bat d'amour véritable va continuer toujours pas à battre de cet amour véritable-là. Vous voyez? Donc maintenant, si nous revenons aux défis, les défis, c'est que cet amour-là, au départ, qui était partagé, d'accord, entre les 2 partenaires qui étaient, on va dire, sans autre attache, d'accord, sans enfants, sans autre attache, et qui sont venus se mettre ensemble. Cette forme d'amour-là va les unir encore plus parce qu'ils vont se découvrir autrement encore, se donner des enfants, c'est-à-dire le fruit de leurs amours, de leurs premiers amours, ils vont se les donner, d'accord, donc se voir à travers ces enfants-là. Maintenant, une fois que le lien est rompu et qu'ils vont se mettre dans une autre relation, il y a 4 figures qui est là. Quoi qu'on dise, il y a 2 figures qui sont phares, mais il y a les 2 autres qui sont là en sourdine, d'accord?
Et donc, les deux nouveaux partenaires vont s'aimer, d'accord? Ils vont aimer leurs propres enfants qu'ils ont eu des relations antérieures. Ils vont aimer maintenant, d'accord? Si Dieu leur fait grâce, les enfants c'est-à-dire qu'ils vont avoir en commun. Et ils vont faire l'effort maintenant d'aimer les enfants de l'un et de l'autre. Vous voyez? Donc, c'est carrément, c'est véritablement un challenge. Et il faut savoir faire attention, ne pas s'imposer à ses enfants, hein, ne pas vouloir prendre la place, par exemple, du parent qui n'est pas là, présent avec eux. Ne pas s'imposer parce que tu ne peux pas venir être mon papa. Non, c'est pas possible. Tu ne peux pas venir, c'est-à-dire prendre la place de ma maman, c'est pas possible. Maintenant, tu peux m'aimer du plus bel amour en tant que père, c'est-à-dire ton cœur paternel ou ton cœur maternel qui se manifeste, mais toujours dire à l'enfant, écoute, je ne suis pas là pour prendre la place de ton papa, de ta maman. Tes parents, ils sont là, tu peux toujours aller les voir, d'accord? Et il faut encore, je m'en vais pour chuter pour dire que quand on est dans une relation composée, de famille recomposée, il faut savoir si entre-temps, les anciens partenaires ont abandonné carrément les enfants, et si le couple nouvellement formé, c'est-à-dire s'octroie le droit de passer à une adoption des enfants, soit l'adoption partielle, soit l'adoption plénière. Donc voilà un peu ce que je pourrais dire pour répondre à votre question. Mais sinon, il faut aimer à tous les coups. Alors, monsieur Elvis, l'amour en famille recomposée, est-ce une illusion ou une réalité, selon vous? Ça, c'est une question. L'amour en famille recomposée. Est-ce une réalité ou une illusion? En fait, tout dépend de comment nous l'avons pris. Si nous le prenons parce que je vois, moi qui voudrais quand même reconstituer ma famille avec telle personne, je vois en elle déjà que bon, elle a déjà été blessée, elle a été déçue une fois. Cette déception, je voudrais profiter, je mets le flair devant pour rentrer dedans, c'est que ça devient une illusion. Mais quand je vois en elle une femme que je dois aimer, une femme que je suis en train de rencontrer, la femme de ma vie, ça prend alors l'aspect de la réalité. Donc tout dépend de comment nous deux nous sommes rentrés dans cette union pour parler de l'illusion ou de la réalité. Alors Florence Bossard, chers invités, nous allons à présent marquer une pause pour suivre les impressions de quelques Cotonois qui se sont également prononcés sur la question. C'est bon. Je ne suis pas contre, mais je suis beaucoup plus pour que cette recomposition-là soit l'ultime. Parce que il faut déjà, avant d'aller vers la recomposition, faire son bilan et voir ce que soi-même a pu créer pour que la situation soit telle qu'aujourd'hui on veuille recomposer. Qu'est-ce que soi-même, en termes de responsabilité, soi-même peut tirer de l'expérience passée pour dire, bon, je m'améliore comme ça, afin que la nouvelle recomposition soit l'ultime. C'est une nouvelle chance, mais que cette chance-là ne soit pas gaspillée encore une nouvelle fois. Maintenant, c'est comment faire pour conquérir maintenant les enfants et conquérir la famille. Je suis pour et je suis contre. Pourquoi? Parce que pour là, les enfants vont grandir. Quand ils vont grandir, arriver à l'école, ils vont trouver les autres enfants avec leurs parents. Mais eux, ils seront tristes parce qu'ils n'ont pas l'un dans leurs parents, quoi. Donc ça va les rendre tristes. Je suis contre parce qu'il y a d'autres beaux-pères ou d'autres belles-mères qui maltraitent l'enfant qui ne sont pas leurs enfants, quoi. C'est une bonne chose. On peut reprendre sa vie familiale ou conjugale, pourvu que ce soit un monsieur de bonne moralité ou une femme de bonne moralité. Je trouve que c'est quand les parents se mêlent au mariage de leurs enfants là que ça échoue.
Donc ça, na fin boblo parce que nous sommes blolé à. Mime de do emi do jo na dasi de volé o. Ndé tu emi do mosi. Me de matune. Do me ko vécu yo si ovede. Tu ouvert me ego symbole e odion me ko do vi o bande. Sunu na do me ko do vi o dasu pon. E o bon mon pete dion ko ime ho pele. Bon anda video e fan dion an je no pedo ji. Aka da me ho ko me ho mi le ton no pedo sans support. Yon le mi gbeto ro po le jijo mi ton le gun fofo. Ati mi na attention adoro po me jijo mi ton na gun fofo. Rezo mi no di hesi vi mi ton ko da se pon. Bo ka bo bra yon wa di bo bra yon de ko chifi pon bo se wa. E o. Mi no do vie lo. Akun jijo ton ganja yon kun tu e me. Ni boro ko gbe wa bo mi na do jijo pon hewe. De kaka. Do kokoro no to ya nde ni o do sin lo ton. Bo wa do yi we. Abi peut-être era o ton azinu a e ga na o no hu vile we so do e be wa ro yi we beto de dimbo yo nde ko jivi pon bo vi aton e na da bo mariage bi bo nu bi na joni be na kwa ku ngba mra ko moto bo beto na liyo ma wo no to ti toton cho beto de nyana bo da joni fi cho bo ntina sani a do merisan kareto we merisan si mais viole ko sou beaucoup d'adoraison, kabi odo 23 ans mon, kabi 24 ans mon, kabi 25 ans mon et là wango. Donc nous bio c'est indication. Villette on mindo villette comprendre ya. Boye comprendre nous et sinon de moi. Parce que à sous de nous be assis ya, assis de kon be asou ya. Nous aider des tout parce que des codes d'expérience. Tu aider si comprendre. L'enfant n'a pas de voix, un enfant qui est encore adolescent ne peut pas avoir une décision. Hein, cela dépendra de son papa qui veut encore se remarier ou de sa maman qui veut se remarier à un autre homme. Mais c'est naturel parce que quand papa n'est plus avec maman, on n'est pas toujours content. On aurait aimé avoir ses parents unis pour toujours. Fide bouillon nous fide noir. Et à un moment de l'obé de con, et il doit être en yoé, et debout de con. Il y en a bien et donc. Et une difficulté c'est avoir des comptes debout et non pas mon gérer. Tagba wa si un debout et non pas mon gérer. Tagba ma gérer à raison bon et non donner sinon quand même mon dido. Alors que via ka le don tagba rendre fidèle. Alors, Madame Hermione Adjovi, vous avez suivi les intervenants. Que pensez-vous donc de ces différents avis? Je pense que d'ailleurs sur la question, on ne peut pas avoir un avis tranché. Et à la base, chacun se prononce en fonction généralement de ce qu'il a vu dans son entourage, de l'éducation qu'il a reçue, des stéréotypes qu'on lui a communiqués sur le sujet. On a entendu un homme de surcroît qui disait qu'une femme, même avec 5 enfants, peut former un foyer heureux avec quelqu'un, tandis que même une jeune fille peut créer le bazar. Donc, je n'ai pas d'avis particulier sur leurs interventions, je respecte leurs opinions. J'estime que nous sommes le résultat de ce que nous avons vécu dans le passé, de ce que nous avons vu autour de nous. Donc, chacun a vraiment le droit de se prononcer librement sur le sujet. Alors, M. Fulgens, pourquoi certains hommes ne sont pas prêts à prendre pour femmes des mères célibataires? Non, vous savez, ça dépend. Ça dépend parce que, vous savez, ça dépend parfois peut-être de l'âge du monsieur, de ses expériences. Mais parfois, on se dit que la mère célibataire a une expérience qu'on ne connaît pas. Est-ce qu'on est capable de surpasser l'expérience? En fait, c'est ça, on se dit, pour rester, que la maman pour a dit rester, tout à l'heure. je dis pour rester avec une mère célibataire, c'est qu'il faut être à la hauteur de ce qu'elle aurait vécu. Je dis, j'imagine. Donc, ça fait que dans nos sociétés, chacun a sa position. Mais vous savez, ça dépend toujours. On peut avoir ce qu'on pense être n'est pas le mieux et que c'est ça qui a été le mieux pour nous. Donc, c'est toujours cas par cas et on essaie de gérer en fonction de qui nous sommes, en fonction de nos personnalités. Et selon vous, y a-t-il un avantage à se mettre avec une mère célibataire ou un père célibataire? Alors, vous savez, ça dépend tout de la perception qu'on a de la chose. Ça dépend de la perception qu'on a de la chose, mais ça aussi dépend parfois de la personne qui... Vous savez, lorsqu'on rentre dans ce processus-là, lorsque la personne avec qui on n'est pas aussi marié, on est en paix. Parce que la personne dit que cette personne est aussi occupée. Non, excusez-moi l'expression. Si la personne que vous avez laissée aussi est mariée, c'est que nous sommes tous occupés à quelque chose, on va un peu se laisser, il y aura la paix. Mais quand l'autre a son regard arrivé,
Parce que cette personne n'est pas incluse dans votre mariage, cette personne devient tout le temps votre sujet de préoccupation. Sans que vous ne sachiez, il va appeler son enfant, il va chercher son enfant à l'école alors que vous n'avez pas l'information. Et puis bon, si vous n'avez pas cette capacité de rétention du calme, surtout votre partenaire, s'il est explosif, ça va passer à côté alors que vous vous aimez bien. Mais si c'est quelqu'un de calme, de pondéré, qui apprécie chaque situation, là, on aurait gagné. Donc, c'est toujours une question de personnalité de l'autre partenaire qui n'a pas d'enfant. Mais si c'est vous deux, on va se comprendre rapidement. Et toi, si tu as voté pour moi, on n'a qu'à se calmer. Mais quand il y a une personne qui n'a pas un enfant issu d'une ancienne relation, il faut vraiment qu'il soit pondéré, qu'il sache apprécier chaque situation et qu'il se dise de toutes les manières, j'ai décidé d'être avec toi, je serai avec toi. Pour le pire ou bien pour le mieux, comme on le dit. Madame Maïté, dites-nous, est-ce qu'il y a des inconvénients à se mettre avec un pas célibataire ou une mère célibataire? Des inconvénients? Moi, je n'en trouve pas. A priori, je n'en trouve pas parce que je ne suis pas partante, je ne suis pas dans la dynamique de vouloir juger, d'accord? Une opinion subjective, non, mais je la voudrais objective, d'accord? Donc, la chose, c'est qu'il faut aller à la recherche, d'accord, de ce qui a justifié le fait que cette dernière ou ce dernier ait quitté le lien antérieur. Voilà, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà. Et chercher à appréhender la personnalité, d'accord, le caractère, le tempérament de sa dulcinée ou bien de son bien-aimé, d'accord. Et au-delà, savoir être soi-même mature et responsable. Et quand on parle de responsabilité, j'aime bien à chaque fois définir ça parce que je dis que c'est la conscience claire que nous avons, d'accord, de tout ce que nous avons à faire, de notre devoir et de nos droits. Si j'ai une conscience claire de mes obligations, d'accord, je sais que, ok, d'accord, je pars sur la base de ce que celui-ci ou et celle-ci, comme on a l'habitude de dire, entre griffes, est une blessée de guerre ou un blessé de guerre. Alors, je sais comment mettre assez de douceur, assez d'empathie, assez de compréhension, lui donner assez de présence. J'essaye d'aller à sa découverte et connaître ce qui a fait que l'ancien lien n'a pas pu marcher. Et partant de ça, j'essaye de corriger, j'essaye de lui montrer assez je me mets à la hauteur, d'accord? Ça ne veut pas dire que je vais me plier en quatre et sacrifier à tous ses caprices. Non, mais quand même, essayer de suffisamment lui parler, d'accord? Essayer de penser ses blessures, lui montrer assez d'empathie et un amour véritable. Par exemple, vous allez voir qu'il y a certaines personnes qui sont excessivement jalouses, excessivement possessives. Mais c'est dû à quoi? C'est les blessures. C'est-à-dire, c'est depuis le ventre. D'accord? Et ça va encore quand cette personne-là est venue au monde. D'accord? Et ça part aussi de ses expériences après de vie. Voyez-vous? Donc, du coup, il faut savoir suffisamment valoriser, par exemple, cette personne-là, lui montrer que non, je suis là. Et lui, pourquoi pas c'est-à-dire lui dire votre programme de bout en bout. Ok, tu sais chérie, je t'appelle, je suis là. Bon, tu sais, j'étais dit le matin, je devais aller à tel endroit. Je suis assis, je suis à ça. Et quand vous procédez comme ça pour préserver votre couple, votre foyer, c'est assez facile. Même si vous n'appelez plus, il ou elle va se dire non, elle n'a pas l'habitude de procéder comme ça. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Donc, vous créez suffisamment cette confiance-là en cette personne-là. Et les yeux fermés, c'est-à-dire elle ferme ses yeux, elle ferme ses oreilles, même sa bouche par rapport à toute chose. Quelqu'un peut venir lui dire, ah, j'ai vu ton homme, j'ai vu ta femme quelque part. Elle va dire, bon, écoutez, merci, c'est gentil, mais il me l'a dit ou elle me l'a dit. Même si auparavant, vous ne lui avez rien dit. Vous voyez? Donc, du coup, il faut savoir, moi, je dirais, oh là là, je dirais pour finir, d'accord, que un homme ou une femme qui a fait cette expérience-là est plus mature, d'accord, est plus mature qu'une fille ou un garçon qui va comme ça. Sauf cas exceptionnel, hein. Vous conviendrez avec moi que c'est l'exception souvent qui confirme les règles, voyez-vous. Donc du coup, si vous partez dans une relation très tôt et vous tombez sur un homme immature, alors là, bonjour les dégâts.
Et c'est pareil pour une fille aussi. Une jeune fille qui tombe sur c'est ça, non? Un homme immature. Oui. Voilà. Donc, du coup, c'est bonjour les dégâts. Alors, quand vous avez fait votre expérience, chacun, vous savez les limites à ne pas dépasser. Vous vous respectez. Vous venez avec, c'est-à-dire, c'est de l'input, en fait. Donc, vous venez avec ce plus-là et chacun connaît ses limites. Et en parlant comment on appelle ça? Un règlement de conflit, de gestion de conflit, vous savez, vous maîtrisez le contour de toutes choses. C'est-à-dire, vous résolvez, vous apprenez à résoudre tout au lieu d'être là à vouloir gérer les choses. Et donc, du coup, moi, je pense que, non, je ne voudrais pas inviter les gens à aller, aller divorcer, à se séparer. Mais savoir raison garder pour dire qu'il peut y avoir du bon dans ces couples qui viennent se remettre ensemble. Et voilà quoi. D'accord. Voilà. Monsieur Elvis, quels sont les défis, sinon les problèmes auxquels sont souvent confrontés ce type de famille? Oui, je crois le coach vient d'en parler un peu tout à l'heure. Nous avons la gestion des enfants issus des familles différentes, issus du mariage précédent ou de l'union précédente. Quand vous parlez de gestion, vous voulez dire quoi par là? Les Comment enfants qui ne sont pas toujours d'accord. Les enfants ne sont pas. Il y a des enfants qui ne sont pas toujours d'accord à partager en fait cette relation avec un autre parent qu'ils sont en train de vouloir avoir. Donc, Madame l'a dit tout à l'heure également, il faut en faire une gestion de chercher à connaître d'abord cet enfant et familiariser avec cet enfant. S'il ne veut pas, ne force pas d'abord. Il ne faut pas forcer. Il y a également la gestion des S. L'S qui n'est pas totalement parti. Le coach l'a encore dit tout à l'heure. L'S n'est pas totalement parti. Et peut-être, il n'est pas occupé à autre chose ou ailleurs là-bas et voudrait revenir maintenant ou peut-être parce que il y a eu la compréhension, l'entente maintenant et ou bien de l'autre côté, il est vraiment occupé, mais c'est pas la jouissance qu'il avait de l'autre côté de la relation précédente qu'il est en train de retrouver ici et pas un moment comment tu vas, il y a longtemps on t'a plus vu ici. Et puis dans ce cas c'est difficile, il y a cette gestion qui commence. Oui, il y a des mots effectivement, c'est de bip pour revenir encore, pour chercher à revenir et puis ça peut venir détruire. Donc il y a beaucoup de ces cas qui quand même sont des inconvénients et dont on peut parler, et comme on l'a dit aussi un téléspectateur tout à l'heure, la belle-mère qui parlait en fait par rapport à son fils, qui dit donc vous voyez, donc c'est un peu de ces choses. Il y a également les parents qui ne sont pas toujours accessibles. Oui. Il y a les parents qui ne sont pas accessibles. Voilà. Mais pourquoi? Bon, c'est eux-mêmes, ils savent. Les parents là même savent déjà peut-être de leurs expériences, de ce qu'ils ont vécu, des histoires également, et des familles qu'ils ont vues reconstituer mais qui n'ont pas marché. Et bien souvent, c'est le cas négatif qu'ils prennent en compte. Ils ne prennent pas aussi les cas où ça marche. Ils prennent souvent les cas négatifs et puis bon... Mais c'est tellement parce que c'est des cas peut-être rares. Les cas où ça marche. Est-ce que c'est pas des cas rares, hein? Il y a des familles, beaucoup quand même, qui se mettent ensemble mais qui savent là où ils vont. Et qui mettent les bases de départ, qui connaissent déjà et non tout fonctionnement. Et qui fait à Bangbadio et non donc c'est là où tu as heurté ton pied que tu vas regarder pour voir quelle pierre m'a fait tomber et enlever cette pierre. Si on arrive à penser à enlever cette pierre, je ne pense pas que ça ne marchera pas. Parce qu'on sait qu'on a été blessé une fois, on sait qu'on a failli une fois. Il ne faudrait pas encore fléchir à une autre fois, de peur de ne pas porter le nom de Miibo de Ndjendi. Voilà. Je voudrais poser une question au coach très rapidement. Comment peut-on amener un enfant qui ne veut pas accepter son beau-père ou bien sa belle-maman dans une famille recomposée? Vous savez, parfois un enfant, d'abord le rêve de tous les parents, c'est que maman ou papa vivent ensemble. Et parfois ça dépend de l'âge. Donc ça dépend, cette question dépend parfois de l'âge. Parfois, un peu plus ça, au-delà de l'adolescence, ils comprennent, ils acceptent. Tout petit, ils ne comprennent rien, ils acceptent. Mais au milieu des deux là, il y a rébellion. Donc, il faut d'abord rester avec leurs propres parents. Et parfois, il y a ce que l'autre parent dit parfois à l'enfant, qui lui fait monter la tête. Quand il n'y a pas tout ça, je pense qu'un enfant à qui on a de l'attention, à qui on a de petits gestes, finit par accepter normalement le nouveau mari ou bien la nouvelle femme.
Mais si c'est d'autres personnes qui viennent de temps en temps lui parler, attirer son attention sur ce que l'enfant ne maîtrise pas, dont il n'a pas connaissance, ça amène l'enfant à s'opposer, à s'agiter et à aller dans tous les sens. Mais quand c'est calme, un enfant reste un enfant. Quand vous avez à lui faire attention, vous le promenez de temps en temps, il finit par accepter. Mais attention, il y a tous les parents qui parlent. Et on doit retourner, comme on le dit chez nous là. Et l'enfant devient rebelle. Ce qu'il ne comprend pas, il veut gérer, il veut en parler. Et ça crée des petits bobos. Il dit tout ce qu'ils ne comprennent pas. Et voilà les dégâts. On dit aussi souvent qu'il y a certaines mères célibataires qui refusent de se relancer à cause des blessures, ceux dont elles ont été victimes. Qu'est-ce que vous avez certainement à leur dire? D'abord, ce que j'ai à leur dire, c'est que tous les hommes ne sont pas les mêmes. Oui, on n'a pas envie de se relancer parce qu'on pense que c'est la même chose partout. Vous savez, je voudrais dire quelque chose. Autant quand on est dans le couple, autant quand on est individu. Vous savez, lorsqu'on connaît une situation, il faut s'asseoir et faire un bilan soi-même. Qu'est-ce qui marche dans ce que je fais, dans cette situation? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Sur quel pion je dois jouer pour améliorer les autres relations? Lorsqu'on connaît une situation, on n'a pas toujours le temps de nous asseoir et de dire, mais quelle est ma part de responsabilité? Qu'est-ce que je dois cesser de faire? Qu'est-ce que je dois privilégier? Hiérarchiser les actions à venir. De la même manière, dans nos couples, souvent, nous, on dit, il n'y a pas de programme d'action. On ne fait pas, moi je dis, le 14, de s'asseoir pour se fixer des objectifs de vie de couple. Pour se dire, dans cette nouvelle année, qu'est-ce que nous allons faire ensemble? Quelle est ta part de responsabilité? Tu vois, je parle de valeurs des responsabilités et de se donner des objectifs à atteindre. Vous savez, en le faisant souvent d'abord, on anticipe sur les crises et on fait une année en se disant, voilà ce que j'ai fait. Et on fait même des bilans à mi-parcours, des bilans d'étapes. C'est en cela que moi je parle de management de vie de couple. Parce qu'il y a des stratégies, il y a des méthodes pour que la vie de couple soit vraiment une organisation. C'est vrai, on s'y met tout. Et si des crises doivent venir, c'est que c'est gérable. Il faut gérer nos familles aussi en termes de management, en termes de méthode pour avoir de meilleurs résultats. Mais quand on tombe, il faut s'asseoir pour voir. Qu'est-ce qui me fait tomber souvent? Quel chemin je prends et je tombe? Là, je vais passer à côté, je ne vais plus faire les mêmes choses. Souvent, on ne le fait pas parce qu'on est... Dans le quotidien, il faut apprendre à s'asseoir et à regarder dans le rétroviseur, comme je le dis souvent. Alors, Madame Adjovi, pourquoi les enfants vivent-ils souvent mal l'arrivée d'un nouveau conjoint? C'est la peur de quoi ça dit-il? Alors, je pense que les enfants le vivent mal pour diverses raisons. Tout dépend des antécédents dans la précédente relation de l'un ou de l'autre. Mais c'est surtout la peur de perdre sa place de privilégié dans la vie de l'autre parent. Surtout quand c'est un enfant et un parent de sexe opposé. On dit souvent que les filles sont très attachées à leur père, les garçons sont très attachés à leur mère. Et donc, l'enfant, quand je prends le cas d'une maman et de son fils, l'enfant a tendance à voir sa mère comme sa femme. C'est comme sa figure, la figure féminine principale. Et donc, veut être le seul enfant de sexe, la seule personne de sexe opposé qui a la priorité, comme c'était le cas. Et donc, lorsque après, il commence à voir une personne du même genre qui essaye et qui commence, qu'on ne veut pas avoir la même priorité. Par exemple, habituellement, l'enfant dormait peut-être avec sa maman, mais parce qu'elle veut se remarier désormais, il doit avoir sa chambre à part. C'est parfois mal accepté, mais je pense que ça peut être géré par, encore une fois, la maturité du parent déjà et du conjoint, du nouveau conjoint qui est en train de venir, comme monsieur le disait. Il suffit de savoir comment intégrer la personne sans l'imposer à l'enfant. Que la personne, le nouveau conjoint, trouve le moyen, sans forcer, comme monsieur le disait également, de gagner naturellement l'affection, pas en manipulant, pas en couvrant de cadeaux forcément, non, mais passer vraiment du temps. Parce que l'autre chose aussi qu'on dit très peu, c'est que surtout les hommes, on a tendance, la société globalement, je pense, a tendance à concevoir le rôle du père comme simplement pourvoyeur. Il va travailler, chercher de l'argent. Quand donc un homme nouveau, un nouveau conjoint arrive dans la vie d'une femme qui a déjà un enfant, et se contente de rester dans ce rôle de donner de l'argent sans créer un lien, alors que peut-être lui-même a un enfant, il y a une sorte de compétition malsaine qui peut être entre les enfants, à savoir que chacun s'attache à son parent. Donc c'est vraiment là l'un des défis aussi dont on parlait, que chaque parent, lorsqu'il y a de nouveaux enfants, trouve le moyen d'équilibrer véritablement le traitement au niveau des enfants. De traiter l'autre comme, c'est pas parce que c'est mon enfant que je lui fais plus de cadeaux, j'achète plus de tenues et je laisse l'autre parent s'occuper de son enfant. À partir du moment où on choisit de se mettre dans la vie d'une personne qui a déjà un enfant, on s'engage au même titre vis-à-vis de cet enfant en tant que parent. On lui fait ce qu'une mère normale devrait faire, même si sa mère est en vie, ce que père devrait faire, même si son père est en vie. Et il y a encore beaucoup de communication entre les deux parents
pour discuter, rassurer les enfants quand il le faut, parce que qu'on le veuille ou pas aussi, lorsque c'est mon enfant, je suis mieux placée parce que je le connais depuis sa naissance pour savoir dans quel mot je lui parle un peu plus que l'autre. Donc, ouvrir vraiment la discussion, ne pas considérer que c'est un enfant. Quelqu'un le disait tout à l'heure, l'adolescent, il n'a pas de décision à prendre, c'est son papa. Mais non, les enfants, qu'on le veuille ou pas, nos enfants sont même plus intelligents que nous aujourd'hui. Non, il faut les manager. Il faut vraiment les manager, il faut les considérer comme des humains à part entière, tenir compte de leurs émotions, beaucoup discuter. Quand vous avez un enfant, pour moi, je pense que l'enfant, il faut plus aujourd'hui le traiter comme un frère, une sœur, que comme un parent où on veut imposer quelque chose. Et quand vous arrivez vraiment à gagner ce pari du dialogue parent-enfant, la question du remariage et tout, l'enfant n'arrive même, il voit même plus votre conjoint comme voilà, une personne concurrente qui vient lui arracher une place. Parfois même c'est lui qui vous encourage, maman, s'il n'est pas temps que tu me trouves papa. Exactement. Papa, s'il n'est pas temps que tu me trouves une maman. Et en général, même l'enfant vous aide à faire le choix parfois. C'est ça. Vous voyez des enfants filles qui disent à leur papa, celle-là, là, non. Oui, celle-là, je pense que... Donc c'est vraiment à quel point on implique les enfants, et lorsqu'on a relevé ce défi de la communication saine avec nos enfants, sans barrière, franchement, et tout au long de la relation, pas seulement au début, même pendant le mariage, même quand vous faites 2 ans, 3 ans, s'assurer de laisser les enfants s'exprimer quand il le faut, évidemment dans les règles de l'art. Et lorsqu'ils posent un problème, ne pas se dire, oh toi tu fais trop de caprices, arrête ça. Non. Écouter, comprendre et trouver le moyen de taire. S'il le faut, faire à soi, même le nouveau conjoint avec les enfants, rassurer que le conjoint n'est pas en train de tenter de faire. C'est vraiment pour moi la discussion, encore une fois, qui règle vraiment ce problème. D'accord. Madame Ariane, pourquoi les femmes, les mères célibataires ont du mal à se remarier contrairement aux hommes? Avec les hommes, le pouvoir ne se pose pas. Mais avec les femmes, les mères célibataires, c'est très difficile. Pourquoi cela? C'est déjà difficile pour les femmes parce que ce sont les hommes qui les maintiennent dans cette position-là à cause du regard qu'ils ont vis-à-vis d'une personne, d'une femme qui est avec enfant, et c'est ça. Maintenant, vous savez, on ne quitte pas une relation pour courir encore, pour aller se jeter dans une autre relation. Non, niet, il n'est pas question. Vous prenez le temps de vous guérir. Vous prenez le temps de vous refaire. Vous prenez le temps de vous redécouvrir, de vous aimer, de vous chouchouter, de vous pomponner. Vous prenez le temps même de dire non, je ne veux même plus d'un homme dans ma vie. Tu restes là-bas, je reste ici. À ma glade, il fallait quoi? Ça ne suffit pas seulement. Ça dit, on ne va même pas limiter seulement qu'à ça, qu'à gladier. On peut gladier, d'accord. Mais quand vous avez goûté, hein, c'est-à-dire la liberté, votre autonomie, après une relation par exemple toxique, hein, après des liens qui sont franchement, qui ne vous valorisaient pas, je vous assure que vous n'avez plus envie de rien du tout. Vous n'avez plus envie de rien. Vous montrez comme une enfant ou un enfant et vous avez juste envie d'être pomponné. C'est-à-dire, oui, hein, quelqu'un peut être là hein, pour vous passer. Oh, je vous assure. Vous avez déjà vécu ça. Vous n'avez plus besoin de rien du tout. Et maintenant, quand vous vous êtes forgé suffisamment, hein, vous avez suffisamment profité de ça. Merci. Et vous savez maintenant définitivement ce que vous voulez. Si ça vient, ça ne correspond pas à ça. C'est-à-dire, vous connaissez les cases, quoi. En même temps, vous décochez. D'accord, oui, ça là, ce n'est pas ça. Et depuis, donc, du coup, vous mettez ça de côté. Donc, c'est un peu comme ça. Alors, donc, du coup, ça va être difficile maintenant pour nos sœurs de se marier parce que elles vont porter des blessures. Et ces blessures, si elles ne sont pas guéries, si elles voient que, celui-ci, ça, c'est ce que l'autre a commencé par me faire ça, hein, elle va se fermer. Elle va se fermer complètement et totalement. Et donc, du coup, elle va peiner. Ou alors, si elle ne se ferme pas, elle va commencer par, c'est-à-dire, manifester une autre personnalité. Elle va commencer par être vulgaire, elle va commencer par être menaçante, elle va mal te parler, c'est-à-dire, rien que pour se défendre, pour se protéger. Parce qu'elle voit venir ce qu'elle a déjà enduré et elle ne veut plus ça. Vous voyez? Donc, du coup, non, il n'est pas question pour nos jeunes sœurs de ne pas s'ouvrir à l'amour, de ne pas s'ouvrir à un remariage. Non, c'est même conseillé. C'est l'idéal parce qu'on ne va pas être là et laisser la porte ouverte à tout le monde de venir. Jean vient aujourd'hui, Jacques vient et puis non. D'accord?
Ou alors, on fait son choix. Et je m'en vais peut-être finir pour dire que je ne quitte pas une relation parce que peut-être mon mari est parti me tromper pour aller me mettre maintenant dans une autre relation avec un homme qui est marié. Non, je ne peux pas refuser la chose et aller maintenant reproduire ce schéma-là. Ça veut dire que je ne suis pas constante, ça veut dire que je ne suis pas non plus constant. Hein? Je suis un homme, c'est-à-dire mon épouse est partie me tromper. Et maintenant, moi, pour maintenant me faire chose là, je finis avec elle, mais je vais chercher une autre femme qui est... Non, il n'est pas question que nous puissions jouer à ce genre de jeu-là. Mais sinon, bonjour l'amour et vive l'amour. Chers filles et sœurs célibataires, mères célibataires, voilà. Pères célibataires. Allez-y à l'amour, ouvrez-vous à l'amour et choisissez toujours l'amour. Voilà ce que je pourrais dire. On est pratiquement à la fin de cette émission. On va rapidement faire un tour de table pour prendre les avis des débatteurs en ce qui concerne les conseils qu'ils ont à l'endroit de ces pères célibataires ou bien de ces mères célibataires qui nous suivent actuellement à la télé. On va commencer par M. Fulgence Arwangonou, le coach. Oui, je vais commencer par dire que le mariage, c'est d'abord une relation d'exclusivité. Lorsqu'on a une famille recomposée, la notion d'exclusivité doit demeurer, doit être amplifiée, afin de rassurer les uns les autres pour qu'ils ne se disent pas en train de tomber encore dans les mêmes erreurs. Et je leur dis d'aimer les enfants qui sont issus des autres relations comme étant leurs enfants, de les considérer comme étant leurs enfants. Si papa est déjà dans une relation d'exclusivité et que les enfants aussi sont chouchoutés, il y aura la joie parce que l'émotion de l'amour, c'est la joie. Que la joie soit et que l'exclusivité règne. Madame Emion, votre conseil? Alors, je ne dirais pas conseil, je vais juste dire avis. Parce que je pense que je suis en posture de recevoir des conseils plutôt. Et j'en ai d'ailleurs beaucoup reçu des différentes interventions de mes aînés. Donc merci, c'était super enrichissant. Ce que je pourrais dire pour compléter, c'est au-delà de tout, je pense que d'ailleurs le thème famille recomposée, ou mère célibataire, père célibataire, il ne faut pas qu'on se focalise trop là-dessus, mais se focaliser d'abord sur l'humain. C'est d'abord un être humain. Autant il peut y avoir des dérives avec une fille sans être servée, qui n'a jamais eu d'enfant, avec un jeune homme qui n'a jamais eu d'enfant, autant il peut y en avoir en famille recomposée. Donc, ne pas stigmatiser en catégorie, c'est parce que c'est une mère célibataire qu'elle fait ça, c'est parce que c'est un père célibataire. C'est pas d'abord ça, c'est même dans les débuts, quand on rencontre la personne, apprendre à connaître d'abord l'humain qui est dans la personne. C'est la base pour moi, comme n'importe quel autre couple qui ne serait pas éventuellement sorti d'une relation précédente. Donc, quand on apprend à découvrir l'autre, et qu'on a su, comme madame l'a dit, apprendre à se connaître, savoir qu'est-ce qu'on veut véritablement, on peut facilement savoir qu'est-ce qui me plaît chez lui, est-ce que c'est vraiment avec lui que je veux être. Et quand on a bien fait son choix à la base sur des critères objectifs, la suite est beaucoup plus facile que parce que j'ai peur de me retrouver seule, je me jette, ou bien parce qu'il a de l'argent, j'arrive pas à prendre soin de mon enfant, je me jette dans une relation. Il faut vraiment, sur des bases saines, s'engager et savoir où est-ce qu'on va ensemble, définir un chemin de vie et s'y tenir. Monsieur Elvis, très très rapidement. Merci beaucoup. Je voudrais d'abord dire merci à tous pour les expériences partagées, les conseils donnés. Mon mot de fin, mon conseil ou mon avis, je dirais que ceux ou celles qui sont déçus arrivent à pardonner leurs relations antérieures, qu'ils arrivent vraiment à se pardonner et à pouvoir quand même se connaître à nouveau, savoir qui est-ce que je suis, avec qui je veux me mettre pour semer la communication à la base afin que le foyer puisse répondre. Quand je parle de communication, je veux passer sur les langages de l'amour, je veux passer sur les tempéraments de chacun, connaître son tempérament pour pouvoir quand même essayer de vivre avec l'autre le plus longtemps que possible, pour ne pas dire jusqu'au soir de sa vie. L'amour véritable existe toujours. Merci. Eh bien, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. On a commencé par vous, justement, Madame Marguerite. C'est pas vrai. Alors,
mot rapidement, Madame Ariane. Alors, tout simplement, je dirais, il faut savoir prendre le temps de l'amitié, d'accord? C'est très important et je m'en vais peut-être finir pour dire éviter les pervers narcissiques et puis aller surtout privilégier surtout le mariage et le mariage civil. Merci, Madame. Voilà. Merci. Eh bien, chers amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de cette émission. Aimer quand on a déjà des enfants, ce n'est pas aimer moins, c'est aimer avec plus de responsabilité et parfois avec plus de courage. Ce soir, nous avons compris avec nos invités que le remariage n'efface pas le passé. Il intègre avec ses blessures, ses peurs, mais aussi ses espoirs. Merci beaucoup à vous, chers invités. Et merci beaucoup, chers amis téléspectateurs, de nous avoir suivis. À tout de suite.